Il y a 3 mois, j'ai perdu l'amour de ma vie. Antoine Laurent, mon époux pendant 45 ans, est parti pour toujours, laissant un vide impossible à combler dans mon cœur. Jamais je n'aurais imaginé que son départ ne serait pas le coup le plus dur que j'aurais à affronter. La vie a des façons cruelles de nous mettre à l'épreuve. Et la mienne est arrivée sous la forme d'un testament et des paroles blessantes de mon propre fils. Je m'appelle Françoise Laurent, j'ai 68 ans, et jusqu'à récemment, je vivais dans un magnifique château dans la région lyonnaise, le château des Ormes. Une demeure remplie de souvenirs, de rires partagés, de moments qu'Antoine et moi avions construits avec tant d'efforts pendant des décennies. Chaque recoin gardait une histoire, chaque objet avait une signification particulière pour nous. Du moins, c'est ce que je croyais. Le jour où Antoine est mort, une partie de moi s'en est allée avec lui. J'ai passé des semaines plongées dans une douleur que seuls ceux qui ont perdu leur compagnon de vie peuvent comprendre. Les nuits étaient interminables. Les jours passaient comme dans un brouillard. Mon fils Julien et son épouse Céline sont restés avec moi ces premiers jours, mais je remarquais quelque chose d'étrange dans leur comportement. Il y avait des regards complices, des conversations à voix basse qui s'interrompaient quand j'entrais dans la pièce. 1 mois après les funérailles, Maître Sophie Renard, la notaire d'Antoine, nous a convoqués pour la lecture du testament. Je me souviens de ce jour avec une clarté absolue. Le cabinet sentait le café fraîchement préparé et les vieux papiers. Julien et Céline sont arrivés habillés de façon impeccable, comme s'ils se rendaient à un événement important. J'avais à peine réussi à me préparer, les cernes trahissaient mes nuits d'insomnie et mon cœur battait fort, nerveux face à ce qui allait venir. Monsieur Antoine Laurent, en pleine possession de ses facultés mentales, a laissé les dispositions suivantes. A commencé Maître Renard d'une voix formelle tout en ajustant ses lunettes. À mon fils unique, Julien Laurent, je lègue le château des Ormes, situé dans la région lyonnaise, avec tous les biens qu'il contient, ainsi que les comptes bancaires spécifiés dans l'annexe 1. J'ai vu le visage de mon fils s'illuminer. Céline a serré sa main avec force, et tous deux ont échangé un regard de satisfaction qui m'a déconcertée. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi Antoine ne m'avait-il rien mentionné de tout cela? À mon épouse, Françoise Laurent, a poursuivi la notaire en me regardant par-dessus ses lunettes, je lègue en toute propriété la Citroën DS de l'année 1965, immatriculée LI 435 AB, actuellement garée dans le garage de la résidence familiale. Un silence gênant a envahi la pièce. J'ai senti tous les regards se poser sur moi. Une vieille voiture, c'était tout ce que mon mari m'avait laissé après 45 ans ensemble. La DS était une voiture qu'Antoine adorait, certes, mais cela faisait des années qu'elle ne fonctionnait plus correctement. Personne n'en voulait, pas même Julien qui n'avait jamais montré d'intérêt quand son père avait essayé de lui apprendre à la restaurer. « C'est tout ?» ai-je demandé d'une voix faible, incapable d'assimiler ce que je venais d'entendre. Maître Renard a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. Ce sont les dispositions testamentaires de Monsieur Laurent. Tout est en ordre légal. Le voyage de retour au château fut un supplice. Julien conduisait en silence, tandis que Céline ne cessait de parler des changements qu'ils apporteraient au château. Je regardais par la fenêtre, essayant de comprendre pourquoi Antoine m'avait fait cela. Est-ce qu'il ne m'aimait pas comme je le croyais? Avais-je fait quelque chose pour mériter un tel affront? Ce soir-là, pendant le dîner, la tension était palpable. Nous mangions en silence jusqu'à ce que Julien pose ses couverts sur son assiette et me regarde fixement. « Maman, nous devons parler de ta situation », dit-il avec une froideur que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. « Céline et moi avons pensé que tu devrais chercher un endroit plus petit, quelque chose qui convienne mieux à ta nouvelle situation. »« Ma nouvelle situation ?» ai-je demandé en sentant le monde s'effondrer sous mes pieds. « Le château est à nous maintenant », intervint Céline avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous allons faire beaucoup de changements, tout rénover. Ce serait inconfortable pour tout le monde que tu restes ici. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le château où j'avais vécu presque toute ma vie d'adulte, où j'avais élevé mon fils, où je gardais les souvenirs les plus précieux avec Antoine, et maintenant il me demandait de partir comme si j'étais une étrangère. « Mais où suis-je censée vivre ?» ai-je demandé en sentant les larmes menacer de couler. « Tu peux rester chez ton amie Marguerite pendant un moment », suggéra Julien comme s'il offrait une solution évidente.
ou chercher un petit appartement. Avec la pension de papa, tu devrais t'en sortir. C'est alors que cela s'est produit, quand j'ai vu que mon propre fils, cet enfant que j'avais tenu dans mes bras, que j'avais soigné pendant des fièvres nocturnes, à qui j'avais appris à marcher et à être un homme bien, me regardait comme un fardeau, comme un problème qu'il fallait résoudre au plus vite. C'est ridicule, me suis-je exclamé en me levant de table. Ce château a été ma maison pendant des décennies. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors comme si j'étais... Ça suffit, maman, m'interrompit Julien en frappant la table. Son visage était rouge de colère. Le testament est clair. Le château est à nous. Tu as ta vieille voiture, non? Papa t'a laissé ce qu'il jugeait juste. J'ai senti que l'air me manquait. Mon propre fils, mon sang, me chassait de mon foyer. Et c'est alors qu'il a prononcé les mots que je n'aurais jamais pensé entendre de ses lèvres. Va-t'en, je n'ai plus besoin de toi, vieille femme. Si tu n'es pas contente de ce que papa a décidé, c'est ton problème, pas le mien. Le silence qui a suivi était assourdissant. Céline regardait son assiette, n'osant pas intervenir. Je sentais les larmes couler sur mes joues sans pouvoir les arrêter. Mon fils venait de briser mon cœur en 1000 morceaux. Cette nuit-là, je l'ai passée éveillée, à pleurer dans ce qui bientôt ne serait plus ma chambre. Je repensais sans cesse aux derniers mois de la vie d'Antoine, cherchant des signes, essayant de comprendre pourquoi il ne m'avait laissé que cette vieille voiture et pourquoi notre fils s'était transformé en un étranger cruel. Quelque chose ne collait pas. Antoine avait toujours été un homme juste, aimant, soucieux de mon bien-être. Pourquoi m'aurait-il fait cela? Le lendemain matin, les yeux gonflés et l'âme brisée, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester une minute de plus dans ce château. J'ai appelé Marguerite, mon amie de toujours, qui s'est montrée horrifiée en entendant ma situation et m'a offert sa maison sans hésiter. J'ai emballé quelques vêtements, mes objets personnels les plus chers et les quelques bijoux que je possédais. Pendant que je faisais cela, j'entendais Céline dans la chambre voisine, parlant au téléphone avec un décorateur, planifiant des changements dans ce qui avait été mon foyer pendant si longtemps. Les valises prêtes, je me suis dirigée vers le garage où la vieille Citroën DS accumulait de la poussière depuis des années. Je l'ai regardée avec tristesse. C'était une magnifique voiture à son époque, d'un bleu métallisé profond, avec des sièges en cuir beige. Antoine l'adorait, passait des heures à la nettoyer, lui parlant presque comme à une personne. Maintenant, c'était mon seul bien. J'ai introduit la clé dans la serrure, les mains tremblantes. À ma grande surprise, le moteur a démarré du premier coup, comme s'il avait attendu ce moment. J'ai chargé mes valises sur le siège arrière et sans dire au revoir à Julien ou Céline, j'ai quitté ce qui avait été ma maison. Tandis que je roulais sur les routes de la campagne lyonnaise, 1000 questions tournèrent dans ma tête. Que ferais-je maintenant? Comment survivrais-je? La pension d'Antoine suffirait à peine à couvrir mes besoins fondamentaux. Pourquoi mon mari m'avait-il laissé dans cette situation? Pourquoi notre fils était-il devenu cet être froid et matérialiste? J'ai pris la route nationale 7 en direction du sud, vers la maison de Marguerite à Antibes. Le paysage vallonné de la région lyonnaise me réconfortait habituellement, mais ce jour-là, je le remarquais à peine. Mon esprit était trop occupé à essayer de comprendre comment ma vie avait pris un tournant si drastique en si peu de temps. C'est alors que la voiture a commencé à avoir des ratés. Le moteur faisait un bruit étrange et perdait de la puissance. J'ai réussi à m'arrêter sur le bas-côté, juste avant qu'il ne s'éteigne complètement. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, alors que je regardais avec frustration cette vieille Citroën DS au milieu de la route, c'est que j'étais sur le point de découvrir le véritable plan d'Antoine. Un plan qui changerait ma vie pour toujours et qui me ferait comprendre que l'amour véritable se manifeste parfois des façons les plus inattendues. Le ciel s'était assombri lorsque je suis arrivée au cabinet de maître Sophie Renard ce matin-là. Même le temps semblait présager ce qui allait suivre. La salle d'attente avait cette odeur caractéristique de papier ancien et de café fraîchement préparé. Mes mains ne cessaient de trembler tandis que je tenais mon sac, 45 ans aux côtés d'Antoine. Et maintenant, je me retrouvais seule face à la lecture de son testament. Julien et Céline sont arrivés ponctuellement, impeccablement habillés. Mon fils portait un costume sombre qu'Antoine lui avait offert pour son dernier anniversaire. Céline, une robe noire qui semblait trop élégante pour l'occasion, comme si elle assistait à un événement mondain
et non à la lecture du testament de son beau-père. Ils m'ont salué avec formalité, presque avec distance. Depuis les funérailles, j'avais remarqué cette froideur croissante chez eux, mais je refusais de l'accepter. « Madame Laurent, vous pouvez entrer », m'a indiqué la secrétaire avec un sourire compatissant. Le bureau de maître Renard était spacieux, avec des étagères remplies de livres juridiques et une grande baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Lyon. Nous nous sommes assis tous les trois face à son bureau en bois poli. La notaire, une femme d'une quarantaine d'années, a ajusté ses lunettes et ouvert un dossier portant le logo du cabinet. « Je vous remercie de votre présence », a-t-elle commencé d'une voix professionnelle. « Nous sommes ici pour donner lecture au testament de M. Antoine Laurent, décédé le 12 juin de cette année. Le document a été rédigé et signé il y a 6 mois, avec toutes les formalités légales nécessaires. Je me suis souvenu de ce jour. Antoine était sorti tôt, disant qu'il avait des affaires à régler. Il est revenu plus silencieux que d'habitude, pensif. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m'a serré fortement dans ses bras et m'a dit « Tout est comme il se doit, mon amour. Je n'avais jamais imaginé qu'il venait de signer son testament. Je vais procéder à la lecture », a poursuivi maître Renard. Moi, Antoine Laurent, en pleine possession de mes facultés mentales et sans aucune pression, établis ma dernière volonté de la manière suivante. La notaire a commencé à lire des clauses juridiques que j'ai à peine comprises. Mon esprit vagabondait parmi les souvenirs, parmi les moments vécus aux côtés de l'homme qui avait été mon compagnon pendant presque toute ma vie adulte. Le jour où nous nous sommes rencontrés au parc de la Tête d'Or, notre première danse, la naissance de Julien. À mon fils unique, Julien Laurent, je lègue en pleine propriété le château des Ormes, situé dans la région lyonnaise avec tout son contenu, ainsi que les comptes bancaires spécifiés dans l'annexe 1. J'ai vu le visage de mon fils s'illuminer. Un sourire à peine contenu s'est dessiné sur ses lèvres, tandis qu'il serrait la main de Céline. Elle lui a rendu un regard complice, triomphant. Quelque chose dans ce regard m'a glacé le sang. À mon épouse, Françoise Laurent, je lègue en propriété la Citroën DS de l'année 1965, immatriculée LI 435 AB, actuellement garée dans le garage de la résidence familiale. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti le sang quitter mon visage. Un bourdonnement étrange a envahi mes oreilles, tandis que j'essayais de comprendre ce que je venais d'entendre. Une vieille voiture, c'était tout. La DS bleue métallisée qu'Antoine adorait, mais qui ne fonctionnait plus correctement depuis des années. Une voiture que personne ne voulait, qui occupait de la place dans le garage et que mon fils avait toujours considérée comme une relique inutile. « Pardon ?» ai-je finalement articulé. « Y a-t-il une erreur ?» Maître Renard m'a regardé avec une expression que je n'ai pas su interpréter. Était-ce de la compassion? De la gêne? Il n'y a aucune erreur, Madame Laurent. Ce sont les dispositions testamentaires de votre époux. Tout est en ordre légal. Mais le château, nous y avons vécu pendant 40 ans. Nous l'avons construit ensemble. Légalement, la propriété était uniquement au nom de Monsieur Laurent, a expliqué Maître Renard d'un ton professionnel. Bien que j'ai perçu une certaine tension dans sa voix, il avait toute liberté d'en disposer selon sa volonté. J'ai regardé Julien, cherchant une réaction, un indice qu'il était aussi surpris que moi. Mais ce que j'ai trouvé, c'était une expression calculatrice, presque satisfaite. « Tu étais au courant ?» lui ai-je demandé d'une voix faible. « Papa m'en avait parlé », a-t-il répondu en évitant mon regard. Il a dit qu'il voulait assurer mon avenir. Le voyage de retour au château fut le plus long et le plus douloureux de ma vie. Julien conduisait en silence, tandis que Céline ne cessait de parler des changements qu'ils apporteraient au château, des projets de rénovation, de nouveaux meubles. Elle a même mentionné la possibilité d'abattre le mur de mon jardin de roses pour agrandir la terrasse. « Ce sont des roses que j'ai plantées avec Antoine quand nous avons emménagé. » ai-je interrompu, la voix brisée. « Elles ont une valeur sentimentale pour moi. » « Maman, » a répondu Julien avec impatience. « Tu dois comprendre que maintenant le château est à nous. Nous pouvons faire les changements que nous jugeons nécessaires. » À nous? Depuis quand mon fils avait-il commencé à considérer la maison familiale comme quelque chose d'exclusivement à lui et à sa femme? Depuis quand étais-je devenue une étrangère dans mon propre foyer? En arrivant, je suis montée directement dans ma chambre. J'avais besoin d'être seule, d'assimiler ce qui s'était passé.
Je me suis assise au bord du lit que j'avais partagé avec Antoine pendant des décennies. Son oreiller ne conservait plus son odeur. Le temps s'était chargé d'effacer cette dernière connexion sensorielle avec lui. « Pourquoi, Antoine ?» ai-je murmuré entre les larmes. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Les heures ont passé et la faim m'a obligée à descendre à la cuisine. C'était l'heure du dîner. En entrant dans la salle à manger, j'ai trouvé Julien et Céline assis à table, avec des plans et des catalogues de décoration déployés entre les assiettes. « Assieds-toi, maman », a dit Julien en indiquant ma place habituelle. Justement, nous parlions de quelque chose d'important. Je me suis assise, me sentant comme une invitée dans ce qui, jusqu'à ce matin, avait été ma maison. Colette, notre cuisinière depuis des années, m'a servi de la soupe avec un regard de compassion qui n'a fait qu'empirer mon état d'esprit. Céline et moi avons réfléchi, a commencé Julien, tout en coupant méticuleusement sa viande. Tu devrais chercher un endroit plus adapté à ta nouvelle situation. Ma nouvelle situation ? Ai-je demandé en sentant un nœud se former dans ma gorge. Eh bien, tu sais, est intervenue Céline, avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait toujours quand elle voulait feindre la gentillesse. Un petit appartement, quelque chose de plus facile à entretenir pour une personne seule. De plus, nous avons besoin d'espace. Nous pensons agrandir la famille bientôt. Cette nouvelle, qui dans d'autres circonstances m'aurait rempli de joie, sonnait maintenant comme une stratégie calculée. Un petit enfant ? Utilisait-il la possibilité de me donner un petit enfant comme excuse pour me chasser de ma propre maison ? Ce château est immense, ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Il y a des chambres en surplus pour tout le monde, même pour un bébé. Ce n'est pas seulement une question d'espace physique, maman, a répliqué Julien en posant ses couverts sur son assiette. Nous voulons de l'intimité, commencer notre propre vie de famille sans interférence. Des interférences ? M'appelait-il une interférence ? La douleur que j'ai ressentie à ce moment était indescriptible, comme si 1000 aiguilles se plantaient simultanément dans mon cœur. Mon propre fils, à qui j'avais donné la vie, que j'avais élevé avec tant d'amour, me considérait comme un fardeau. En plus, a poursuivi Céline sans percevoir ou sans se soucier de ma douleur, nous voulons faire une rénovation complète, abattre des murs, tout moderniser. Ce serait très inconfortable pour toi de vivre au milieu d'un chantier. Tu pourrais rester chez ton amie Marguerite pendant un certain temps, a suggéré Julien, comme s'il offrait une solution parfaitement raisonnable. Ou chercher un petit appartement près d'ici. Avec la pension de papa, tu devrais bien t'en sortir. J'ai senti que l'air me manquait. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Il me chassait de ma maison, l'endroit où j'avais vécu presque toute ma vie d'adulte, où chaque recoin gardait un souvenir, où l'amour de ma vie et moi avions construit notre famille. C'est ridicule, ai-je finalement articulé. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors comme si j'étais une étrangère. Ce château n'est plus à toi, maman, m'a interrompu Julien avec froideur. Le testament est très clair. Le château nous appartient maintenant. Et où suis-je censé vivre ? Ai-je demandé en sentant les larmes menacer de couler à nouveau. On te l'a déjà dit, a répondu Céline avec une impatience mal dissimulée. Tu peux louer quelque chose de petit ou vendre cette vieille voiture que t'a laissée Antoine et utiliser l'argent pour un acompte. Vendre la déesse ? L'idée me semblait absurde. Cette voiture fonctionne à peine. Personne ne l'achèterait à un prix décent. C'est ton problème, pas le nôtre, a répondu Céline en haussant les épaules. Antoine t'a laissé ce qu'il jugeait juste. Ces mots ont été la goutte qui a fait déborder le vase. Je me suis levée de table, tremblante de rage et de douleur. Juste ? Te semble-t-il juste de me laisser sans foyer après 45 ans de mariage ? Te semble-t-il juste que mon propre fils me jette à la rue ? Ça suffit, maman, a crié Julien en frappant la table du poing. Les assiettes ont sauté et un verre d'eau s'est renversé sur les plans de rénovation. Tu fais tout un drame de cette histoire. Nous te donnons du temps pour que tu trouves un autre endroit. Nous ne te jetons pas à la rue, comme tu dis. Du temps ? Combien de temps, Julien ? Une semaine ? Un mois ? Combien de temps ta mère a-t-elle pour quitter le foyer qu'elle a construit avec ton père ? Mon fils m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Ses yeux, si semblables à ceux d'Antoine, brillaient maintenant d'un mélange de colère et de mépris qui m'était complètement étranger. « Un mois », a-t-il répondu sèchement. « C'est plus que suffisant. J'ai senti que je m'effondrais intérieurement. Qui était cet homme froid et calculateur ?
Où était mon Julien, ce doux garçon qui courait dans mes bras quand il avait peur, qui m'apportait des fleurs sauvages arrachées du jardin, qui me dessinait des cartes pleines de cœur à chaque anniversaire? Comment peux-tu me faire ça? Ai-je murmuré, la voix entrecoupée par les sanglots. Je suis ta mère. C'est alors que c'est arrivé, quand les mots les plus cruels que je n'avais jamais pensé entendre des lèvres de mon fils ont traversé l'air comme des poignards empoisonnés. Va-t'en! Je n'ai plus besoin de toi, vieille femme. Si tu n'es pas contente de ce qu'Antoine a décidé, c'est ton problème, pas le mien. Ce château est à nous maintenant, et tu n'es qu'une visiteuse. Une visiteuse qui est restée trop longtemps. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Céline regardait son assiette, n'osant pas intervenir, mais avec un léger sourire de satisfaction qu'elle n'a pas pu dissimuler complètement. Colette, qui entrait avec le dessert, est restée pétrifiée à la porte, le plateau tremblant dans ses mains. Les larmes coulaient librement sur mes joues. Je ne pouvais pas croire que je vivais ce cauchemar. Mon fils, ma seule famille maintenant qu'Antoine était parti, me rejetait avec une telle cruauté que j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. Sans dire un mot de plus, je me suis levée de table et suis montée dans ma chambre. Chaque marche semblait une montagne. Mes jambes me soutenaient à peine. En entrant, j'ai fermé la porte et me suis effondrée sur le lit, laissant libre cours aux larmes que j'avais retenues toute la journée. Cette nuit fut la plus longue de ma vie, pire encore que la nuit où Antoine est mort, car alors, j'avais au moins la consolation de savoir que mon fils serait à mes côtés, que je ne serais pas seule dans ma douleur. Maintenant, je savais que j'étais complètement seule au monde. Entre les larmes, je repensais sans cesse aux derniers mois de la vie d'Antoine. Y avait-il eu des signes de ce qu'il prévoyait de faire? Pourquoi m'avait-il laissé seulement cette vieille voiture? Pourquoi avait-il mis le château exclusivement au nom de Julien? Rien n'avait de sens. Antoine avait toujours été un homme juste, aimant, soucieux de mon bien-être. Quand je ne serai plus là, tu seras bien soigné, m'avait-il dit tant de fois. Était-ce cela qu'il considérait comme bien soigné? Une vieille voiture et la merci d'un fils qui me voyait comme un fardeau? J'ai regardé les photos encadrées sur ma table de nuit. Antoine et moi le jour de notre mariage, si jeunes, si pleins de rêves. Nous trois à la plage, Julien avec à peine 5 ans, construisant des châteaux de sable. Antoine dans son atelier, travaillant sur cette même déesse qui était maintenant mon seul bien. Y avait-il un indice dans ces images figées dans le temps? Un message caché que je n'avais pas su déchiffrer? L'aube m'a trouvé les yeux gonflés et l'âme brisée. Je n'avais pas dormi de la nuit, mais j'avais pris une décision. Je ne pouvais pas rester un jour de plus dans ce château où mon propre fils m'avait fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue. Je préférais l'incertitude, la précarité même, plutôt que de supporter une seconde de plus ce mépris. Je me suis levée et j'ai commencé à faire mes bagages. Seulement l'essentiel, les vêtements, quelques bijoux, les photos les plus précieuses, les lettres d'amour qu'Antoine m'écrivait chaque année pour notre anniversaire. Le reste, je le laisserai derrière moi. Ce n'étaient que des choses après tout, des choses qui appartenaient désormais à Julien et Céline. Pendant que je rangeais mes affaires dans une valise, j'entendais Céline dans la chambre voisine, parlant au téléphone avec un décorateur, planifiant déjà les changements qu'ils apporteraient à ce qui avait été mon foyer pendant si longtemps. Sa voix résonnait d'enthousiasme, de joie, comme si ma douleur n'existait pas, comme si je n'existais pas. J'ai ouvert mon écrin à bijoux et j'ai contemplé les quelques pièces qui me restaient. La plupart étaient des cadeaux d'Antoine au fil des années. Une broche en or qu'il m'avait offerte pour nos 10 ans de mariage, un collier de perles pour mes 40 ans, des boucles d'oreilles en saphir, la couleur de mes yeux, disait-il toujours. Je les ai délicatement enveloppées dans un foulard de soie et les ai placées dans ma valise. Sur ma coiffeuse, j'ai trouvé le parfum qu'Antoine m'avait offert pour mon dernier anniversaire. Jardin de roses, une fragrance qu'il avait fait composer spécialement pour moi par un parfumeur à Grasse. Il disait que c'était l'odeur de mon jardin capturé en bouteille. Je l'ai ajouté à mes bagages, ce petit flacon contenant tant de souvenirs. Dans le tiroir de ma table de nuit, j'ai trouvé notre album de mariage. Les pages jaunies par le temps montraient un jeune couple amoureux, plein d'espoir pour l'avenir. J'ai caressé le visage d'Antoine sur ses photos en noir et blanc. Comme il était beau ce jour-là, dans son costume gris,
ses yeux brillants de bonheur. Et moi, dans ma robe de dentelle, regardant l'homme que j'aimais comme s'il était le monde entier. D'une certaine façon, il l'était. J'ai soigneusement placé l'album dans ma valise. C'était trop lourd, je le savais, mais je ne pouvais pas l'abandonner. Pas ça, pas les souvenirs du jour où notre vie ensemble avait officiellement commencé. En descendant l'escalier avec ma valise, je me suis arrêtée devant le grand miroir du hall d'entrée. La femme qui me regardait semblait être une étrangère. Les yeux rougis par les larmes, le visage marqué par la douleur, les épaules affaissées sous le poids de la trahison. Est-ce que c'était vraiment moi? Est-ce que c'était vraiment ma vie? Colette est sortie de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. En voyant mes bagages, elle a compris immédiatement. « Vous partez, Madame Françoise ?» a-t-elle demandé, sa voix trahissant sa tristesse. « Oui, Colette, je ne peux pas rester ici. Où irez-vous? Puis-je vous aider en quelque chose? J'irai chez Marguerite pour quelques jours, jusqu'à ce que je trouve un endroit. Et oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Prends soin d'eux, Colette. Et si un jour Julien demande de mes nouvelles, dis-lui que sa mère l'aime toujours, malgré tout. » Je l'ai serré fort dans mes bras. Cette femme avait été plus qu'une employée pendant toutes ces années. Elle avait été une amie, une confidente. La laisser derrière était une perte de plus en cette journée de perte. Je suis sortie dans le jardin une dernière fois, mon jardin de roses que j'avais soigneusement cultivé pendant des décennies. Chaque plante avait une histoire, un souvenir. La rose blanche qu'Antoine avait plantée quand Julien est né, les roses rouges qui bordèrent l'allée, que nous avions choisies ensemble lors d'une exposition horticole à Lyon, les roses de Chine, un cadeau de ma mère avant sa mort. J'ai coupé une rose pâle, ma préférée, une variété ancienne au parfum délicat. Je l'ai glissée dans mon sac, un dernier souvenir de ce qui avait été mon paradis. Je me suis dirigée vers le garage où la vieille Citroën DS d'Antoine attendait patiemment. Je n'avais pas conduit cette voiture depuis des années. Antoine en était si fier, passant des heures à la bichonner, à la nettoyer, à la maintenir en état de marche malgré son âge avancé. Pour lui, cette voiture n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un témoin de notre histoire, un compagnon fidèle qui nous avait accompagnés dans tant de voyages, tant d'aventures. La DS était d'un bleu métallisé profond, avec un intérieur en cuir beige. Malgré les années, elle conservait une élégance indéniable, cette silhouette futuriste qui avait révolutionné l'automobile dans les années 60. Antoine disait toujours qu'elle était en avance sur son temps, comme notre amour. J'ai passé ma main sur le capot, sentant le métal froid sous mes doigts. Cette voiture était maintenant mon seul bien, mon seul héritage de 45 ans de mariage. Une voiture que Julien et Céline considéraient comme une relique inutile. Une voiture qui, selon eux, ne valait même pas la peine d'être vendue. J'ai ouvert la portière, le cuir des sièges craquant légèrement sous mon poids lorsque je me suis installée derrière le volant. L'odeur familière du cuir ancien et de l'huile de moteur m'a ramené des années en arrière, à ces dimanches où Antoine nous emmenait, Julien et moi, en balade dans la campagne lyonnaise. Mon fils était alors un petit garçon qui riait aux éclats quand la suspension hydraulique de la DS s'abaissait ou se relevait, comme par magie. Où était passé ce petit garçon? Comment avait-il pu se transformer en cet homme froid et cruel qui venait de me chasser de ma propre maison? J'ai inséré la clé dans le contact, priant silencieusement pour que le moteur démarre. À ma grande surprise, il a ronronné dès le premier essai, comme s'il attendait ce moment. Peut-être Antoine avait-il entretenu la voiture mieux que je ne le pensais, ou peut-être était-ce un signe du destin, un petit miracle au milieu de tant de douleurs. J'ai chargé ma valise dans le coffre et sans un regard en arrière, j'ai quitté le château des Ormes. Je n'ai pas cherché à voir si Julien ou Céline regardaient par les fenêtres. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de voir mes larmes. Je voulais partir avec la dignité qui me restait. En sortant de la propriété, j'ai jeté un dernier coup d'œil au château dans le rétroviseur. Cette demeure magnifique où j'avais connu tant de bonheur, tant d'amour, où j'avais élevé mon fils, où j'avais partagé la vie de l'homme que j'aimais. Désormais, ce n'était plus qu'un bâtiment, des pierres et du mortier. Mon foyer était ailleurs maintenant, bien que je ne sache pas encore où exactement. La déesse roulait doucement sur les petites routes de campagne qui entouraient le château. Le soleil commençait à descendre,
dorant les champs de blé qui s'étendaient à perte de vue. En d'autres circonstances, j'aurais trouvé ce paysage apaisant. Aujourd'hui, il me semblait simplement étranger, comme si je voyais le monde à travers un voile de larmes. J'ai pris la direction d'Antibes, où vivait Marguerite, ma plus vieille amie, celle qui me connaissait depuis l'école primaire, celle qui avait été témoin à mon mariage, marraine de Julien, confidente de mes joies et de mes peines. Si quelqu'un pouvait m'aider à traverser cette épreuve, c'était bien elle. Le trajet jusqu'à Antibes prendrait plusieurs heures. Je devrais probablement m'arrêter pour la nuit quelque part en chemin. Je n'avais pas beaucoup d'argent liquide sur moi, juste quelques centaines d'euros que j'avais gardés dans un tiroir pour les dépenses quotidiennes. La pension d'Antoine serait versée à la fin du mois, mais en attendant, je devrais économiser chaque centime. Tandis que je conduisais, mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je pu ne pas voir les signes? Antoine avait-il vraiment voulu me laisser dans cette situation précaire? Lui qui avait toujours pris soin de moi, qui avait toujours veillé à mon bien-être. Cela ne lui ressemblait pas. Et Julien, mon fils, mon unique enfant, comment avait-il pu changer à ce point? Avait-il toujours été ainsi, égoïste et matérialiste, et j'avais simplement refusé de le voir? Où était-ce l'influence de Céline, cette femme qui n'avait jamais vraiment fait l'effort de me connaître, de m'accepter? Les kilomètres défilaient, tout comme mes souvenirs. Je me rappelais le jour où Antoine et moi avions visité le château des Ormes pour la première fois. C'était une propriété délabrée à l'époque, presque en ruine. Mais Antoine avait vu son potentiel. « C'est ici que nous élèverons notre famille », avait-il dit. Et pendant des années, nous avions travaillé ensemble pour restaurer cette demeure, pièce par pièce, pierre par pierre. Chaque centimètre carré de ce château contenait notre sueur, nos rêves, notre amour. Et maintenant, Julien et Céline voulaient tout changer, tout moderniser, effacer les traces de notre passage, comme si nous n'avions jamais existé. Le mur de mon jardin de roses, qu'Antoine avait construit de ses propres mains, abattu pour une terrasse plus grande, les boiseries anciennes que nous avions passé des mois à restaurer, remplacées par du placo-plâtre moderne. Une larme a coulé sur ma joue, tandis que je réalisais que ce n'était pas seulement mon foyer que je perdais, mais aussi les traces tangibles de notre vie ensemble, les preuves physiques de notre amour. J'ai allumé la radio pour tenter de distraire mon esprit de ces pensées douloureuses. Une vieille chanson de Charles Aznavour a rempli l'habitacle, La Bohème. Antoine adorait cette chanson. Nous avions dansé dessus lors de notre premier anniversaire de mariage. J'ai augmenté le volume, laissant la voix chaude d'Aznavour m'envelopper comme un baume sur mes blessures. La route nationale 7 s'étendait devant moi, cette mythique route des vacances que tant de Français empruntaient chaque été pour rejoindre le Sud. Antoine et moi l'avions parcourue des dizaines de fois pour nos vacances à la mer quand Julien était petit. Mon fils aimait compter les bornes kilométriques, s'extasier devant les camions, demander encore et encore « On arrive bientôt ?» Tant de souvenirs liés à cette route, à cette voiture. Peut-être était-ce pour cela qu'Antoine me l'avait laissé, non pas pour sa valeur monétaire, qui était faible, mais pour sa valeur sentimentale, qui était inestimable. Soudain, alors que je réfléchissais à tout cela, la voiture a commencé à avoir des ratés. Le moteur faisait un bruit étrange, comme un raclement métallique, et la puissance diminuait progressivement. J'ai réduit ma vitesse, cherchant un endroit pour m'arrêter. « Non, pas maintenant, je t'en prie », ai-je murmuré, comme si la voiture pouvait m'entendre. J'ai réussi à me garer sur le bas-côté, juste avant que le moteur ne s'arrête complètement. Je me trouvais au milieu de nulle part, sur une portion déserte de la Nationale 7, avec ma valise et une voiture en panne. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de rose et d'orange. J'ai essayé de redémarrer, mais le moteur ne produisait qu'un clic faible. La batterie semblait encore fonctionner, mais quelque chose bloquait le démarrage. J'ai ouvert le capot, bien que je ne connaisse rien à la mécanique automobile. Le moteur de la DS était un mystère pour moi, avec ses tubes, ses fils et ses composants étranges. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai cherché qui appeler. Je n'avais pas les moyens de me payer un dépanneur et j'étais encore loin d'Antibes. Après un moment d'hésitation, j'ai composé le numéro de Pascal Lefort, le vieil ami d'Antoine et mécanicien qui avait souvent entretenu cette voiture. « Allô Pascal, c'est Françoise Laurent ?»« Madame Françoise, quelle surprise!
Comment allez-vous? Je suis désolée pour Antoine, c'était un homme formidable. Merci Pascal. J'ai un problème. Je suis sur la Nationale 7, en direction d'Antibes, et la DS est tombée en panne. Il y a eu un silence étrange à l'autre bout de la ligne, comme si Pascal n'était pas surpris par mon appel. Vous êtes à peu près où exactement, Madame Françoise? Je lui ai décrit l'endroit aussi précisément que possible, mentionnant une borne kilométrique proche et un petit restaurant fermé que je pouvais voir à quelques centaines de mètres. Je vois exactement où vous êtes, a-t-il dit, et j'ai cru percevoir une note étrange dans sa voix. Ne bougez pas, j'arrive. Je devrais être là dans une vingtaine de minutes. Mais vous êtes si loin de Lyon. Je suis déjà sur la route, Madame Françoise. En fait, je me dirigeais vers Antibes pour une affaire. Avant que je puisse poser plus de questions, il avait raccroché. Trouvant cela étrange, mais rassuré de savoir que de l'aide était en chemin, je me suis réinstallé dans la voiture pour attendre. Le soleil se couchait rapidement maintenant, et l'air fraîchissait. J'ai fermé les yeux un moment, épuisé par les émotions de la journée. Mon esprit s'est alors tourné vers Antoine, vers notre dernière conversation avant sa mort soudaine. Il m'avait semblé préoccupé, distant presque, quand je lui avais demandé ce qui n'allait pas. Il m'avait prise dans ses bras plus longuement que d'habitude. « Rien, mon amour, avait-il dit. Je réfléchis juste à l'avenir, à ton avenir. Notre avenir, tu veux dire, avais-je corrigé. Il avait hésité, juste une fraction de seconde avant d'acquiescer. Oui, bien sûr, notre avenir. Ce soir-là, il était resté tard dans son bureau et je l'avais entendu parler au téléphone à voix basse. Quand je lui avais demandé le lendemain avec qui il avait parlé si tard, il avait éludé la question, parlant vaguement d'une affaire importante qu'il devait régler. Et maintenant, je me retrouvais seul, sur le bord d'une route, sans maison, sans argent, avec pour seule possession une voiture en panne. Était-ce vraiment ce qu'Antoine avait voulu pour moi, pour notre avenir? Un coup à la vitre m'a fait sursauter. Pascal se tenait là, dans la lumière déclinante du jour, son visage ridé exprimant une inquiétude sincère. J'ai ouvert la portière et suis sorti. « Madame Françoise », m'a-t-il salué en prenant mes mains dans les siennes. « Je suis tellement désolé pour tout ce qui vous arrive. Comment êtes-vous au courant ?» Pascal a détourné le regard, soudain mal à l'aise. « Julien a appelé au garage ce matin. Il voulait savoir si j'étais intéressé par l'achat de la DS. Il a dit que vous deviez vous en débarrasser rapidement. J'ai senti une nouvelle vague de douleur me submerger. Mon propre fils essayait déjà de vendre ma seule possession, sans même me consulter. Pascal, je ne comprends plus rien. Antoine me laisse une vieille voiture alors qu'il donne tout le reste à Julien. Et maintenant, la voiture tombe en panne au milieu de nulle part. C'est comme si le sort s'acharnait contre moi. Le vieux mécanicien m'a regardé longuement, comme s'il hésitait à me dire quelque chose d'important. « Madame Françoise, permettez-moi d'examiner la voiture d'abord. Ensuite, nous parlerons. » Pascal s'est penché sur le moteur de la DS avec l'assurance d'un homme qui connaissait cette voiture comme sa propre poche. Ses mains ridées, marquées par des décennies de travail mécanique, manipulaient avec délicatesse les différentes pièces, comme un médecin ausculterait un patient. J'observais son visage, cherchant un indice, une réaction qui m'aiderait à comprendre ce qui se passait. Il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, un mélange de concentration et... Était-ce de l'anticipation? C'est curieux, a-t-il finalement dit en se redressant. Je ne vois rien d'anormal. Pourtant, le moteur refuse de démarrer. Est-ce que ça peut être réparé? Ai-je demandé, inquiète à l'idée de devoir abandonner ma seule possession. Pascal a essuyé ses mains sur un chiffon, son regard évitant le mien. « Madame Françoise, il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose d'important. » Mon cœur s'est serré. Son ton solennel n'annonçait rien de bon. « Antoine m'a contacté il y a environ 6 mois, a-t-il poursuivi. Il m'a demandé d'effectuer certaines modifications sur la DS. Des modifications? Quel genre de modifications? Un système spécial, un interrupteur caché qui, une fois activé, simulerait une panne de moteur exactement 20 minutes plus tard. J'ai cligné des yeux, incapable de comprendre ce qu'il me disait. « Vous voulez dire que la voiture n'est pas vraiment en panne? » « Non, madame, elle fonctionne parfaitement. Antoine voulait que vous vous arrêtiez précisément ici, à ce point de la route. Je me suis appuyé contre la carrosserie de la DS, les jambes soudain faibles. Mais pourquoi?
Pourquoi Antoine aurait-il voulu une chose pareille? Au lieu de répondre, Pascal a sorti une petite clé de sa poche. Il m'a également demandé de vous remettre ceci quand le moment serait venu. C'est la clé du coffre. Mais j'ai déjà la clé du coffre, ai-je protesté en montrant mon trousseau. Pas du coffre à bagages, madame, du vrai coffre. Sans plus d'explication, Pascal s'est dirigé vers l'arrière de la voiture. J'ai suivi, de plus en plus confuse. Il a ouvert le coffre à bagages classique où j'avais placé ma valise. Puis, avec des gestes précis, il a retiré le tapis qui couvrait le fond, révélant une plaque métallique que je n'avais jamais remarquée auparavant. Antoine a fait installer ce compartiment secret il y a des années, a expliqué Pascal en insérant la petite clé dans une serrure presque invisible. Peu après la naissance de Julien, en fait, il disait qu'un homme devait toujours avoir un plan B pour protéger sa famille. La plaque métallique s'est ouverte en coulissant, révélant un espace caché sous le plancher du coffre. À l'intérieur, parfaitement rangées, se trouvaient 3 mallettes en cuir que je reconnus immédiatement. C'était celles qu'Antoine utilisait pour ses voyages d'affaires importants. Qu'est-ce que... J'ai commencé, mais les mots me manquaient. « Ouvrez-les !» m'a encouragé Pascal. « C'est pour vous, c'est ce qu'Antoine voulait. » Avec des mains tremblantes, j'ai sorti la première mallette et l'ai posée sur le sol. La serrure n'était pas verrouillée. En l'ouvrant, j'ai eu le souffle coupé. La mallette était remplie de liasses de billets. Des euros, soigneusement empilés, avec des bandelettes de banque intactes. Sur chaque bandelette était imprimé 50 000 euros. Mon Dieu, ai-je murmuré, incapable de croire ce que je voyais. J'ai ouvert la deuxième mallette, plus d'argent, et la troisième. Des documents cette fois-ci, des titres de propriété, des relevés bancaires, des passeports à mon nom que je n'avais jamais vus auparavant. Il y a 3 millions d'euros en liquide, a expliqué Pascal. Et les documents dans la troisième mallette vous donnent accès à d'autres comptes à l'étranger. Sans compter la propriété à Antibes, la villa Les Roses. Elle est à votre nom, Madame Françoise. Antoine a tout arrangé. Je me suis laissé tomber sur le bord du coffre, les jambes coupées par l'émotion. Je ne comprends pas. Pourquoi tout ce secret? Pourquoi ce testament qui me déshérite apparemment? Puis, tout ceci? Pascal s'est assis à côté de moi, son visage ridé empreint de tristesse et de compassion. Antoine savait qu'il était malade, madame. Un cancer terminal. Les médecins lui avaient donné 6 mois, 1 an tout au plus. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Malade? Antoine était malade et il ne m'a rien dit. Il ne voulait pas que vous souffriez par anticipation. Il voulait profiter pleinement de ces derniers mois avec vous, sans le poids de cette connaissance. Mais l'infarctus, une complication de sa maladie probablement. En un sens, c'était une bénédiction. Il est parti rapidement, sans la longue agonie que les médecins prévoyaient. J'ai essayé d'assimiler cette information, de comprendre comment Antoine avait pu me cacher quelque chose d'aussi important. Mais une question persistait. Cela n'explique toujours pas ce testament, cette mise en scène. Pascal a pris une profonde inspiration. Antoine connaissait Julien mieux que vous ne le pensiez. Il avait remarqué des changements chez lui ces dernières années. L'influence de Céline, mais pas seulement. Une certaine avidité, un manque de considération pour vous. Il savait que Julien me traiterait ainsi, ai-je demandé, sentant les larmes monter à nouveau. Il le craignait. C'est pourquoi il a mis en place ce plan. Le testament officiel, celui qui a été lu par la notaire, n'était qu'une façade, une épreuve pour Julien en quelque sorte. Une épreuve? Antoine voulait voir comment Julien réagirait s'il pensait hériter de tout, s'il vous traiterait avec respect et amour, comme un fils devrait traiter sa mère, ou s'il révélerait sa vraie nature. Les paroles cruelles de Julien ont résonné dans ma tête. « Va-t'en, je n'ai plus besoin de toi, vieille femme. » Et il a échoué à cette épreuve, ai-je constaté amèrement. Malheureusement, oui, mais Antoine avait prévu cette possibilité. C'est pourquoi tout ceci existe. Pascal a désigné les mallettes, votre véritable héritage, celui qu'Antoine voulait vous assurer quoi qu'il arrive. J'ai regardé les liasses de billets, les documents, toute cette fortune cachée dans le double fond d'une vieille voiture que tout le monde méprisait. C'était surréaliste. Il y a autre chose, a ajouté Pascal, en sortant une enveloppe de sa poche. Antoine m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. Il l'a écrite quelques jours avant sa mort. L'enveloppe portait simplement mon prénom, écrit de la main d'Antoine. Cette écriture que je connaissais si bien, ces boucles élégantes qu'il formait avec tant de soin.
J'ai caressé les lettres du bout des doigts, comme si je pouvais, à travers elles, toucher Antoine une dernière fois. Avec précaution, j'ai ouvert l'enveloppe et en ai extrait une lettre de plusieurs pages. Le papier était imprégné de l'odeur d'Antoine, ce mélange subtil d'eau de Cologne et de tabac à pipe. J'ai commencé à lire, les larmes brouillant ma vision. Ma Françoise bien-aimée, si tu lis cette lettre, c'est que Pascal t'a trouvé exactement là où je l'espérais, sur cette route qui nous a vus partir en vacances tant de fois. Cette route qui, aujourd'hui, te mène vers une nouvelle vie. Je dois d'abord te demander pardon. Pardon de t'avoir caché ma maladie. Pardon de t'avoir fait vivre ce testament cruel. Pardon de t'avoir exposé à la dureté de notre fils. Mais comprends-moi, mon amour, je devais m'assurer que tu serais vraiment protégé après mon départ. J'ai découvert il y a 1 an que j'étais atteint d'un cancer incurable. Les médecins m'ont donné peu de temps. J'aurais pu te le dire, partager ce fardeau avec toi, mais je ne voulais pas assombrir nos derniers mois ensemble. Je voulais voir ton sourire, pas tes larmes, entendre ton rire, pas tes sanglots. Égoïste peut-être, mais c'était ma façon de t'aimer jusqu'au bout. Pendant ce temps, j'ai préparé tout ce que tu découvres aujourd'hui. L'argent dans les mallettes provient de comptes que j'ai constitués secrètement au fil des années. Pas pour te cacher quoi que ce soit, mais pour nous assurer une sécurité si les affaires tournaient mal. Cet argent est légal, déclaré. Tu peux l'utiliser sans crainte. La Villa Les Roses à Antibes est à toi. Je l'ai acheté il y a 6 mois, lors d'un de ces voyages d'affaires, qui n'en était mais pas vraiment. C'est une magnifique propriété face à la mer, celle que nous avions toujours rêvé d'avoir pour notre retraite. Tu y trouveras la paix, j'en suis certain. Quant à Julien, j'ai longtemps refusé de voir ce que tu percevais déjà. Son égoïsme, son matérialisme croissant, l'influence néfaste de Céline. J'espérais qu'avec la responsabilité viendrait la maturité, que devenir propriétaire du château des Ormes le rendrait digne de cet héritage. Mais je n'étais pas naïf au point de tout risquer sur ce pari. C'est pourquoi j'ai créé ce testament en 2 parties. La partie officielle, celle qui a été lue, et la partie secrète, celle que tu découvres aujourd'hui. Ce que Julien ignore, c'est que le château des Ormes n'est pas vraiment à lui, du moins pas entièrement. Il y a une clause spéciale, connue seulement de Maître Renard. Si, dans les 3 mois suivant ma mort, il te traite avec irrespect ou te cause du tort de quelque manière que ce soit, la propriété revient automatiquement à une fondation caritative. Julien n'aura plus rien. Je n'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur, crois-moi. Mais un homme qui ne respecte pas sa mère ne mérite pas de profiter de l'héritage de son père. C'est une leçon dure, mais nécessaire. Tu trouveras dans la 3e mallette tous les documents nécessaires, des instructions détaillées, des contacts, tout ce dont tu auras besoin pour commencer cette nouvelle vie. Maître Renard est au courant de tout et t'aidera à naviguer dans ces eaux juridiques complexes. Ma Françoise, mon seul amour, je te connais. Je sais que malgré la douleur qu'il t'a causée, tu hésiteras à laisser cette clause s'appliquer à Julien. Ton cœur de mère est trop grand, trop généreux. C'est une des raisons pour lesquelles je t'ai tant aimé. Mais parfois, l'amour véritable exige de la fermeté. Julien doit apprendre que ses actions ont des conséquences, qu'on ne traite pas les gens, surtout pas sa propre mère, comme des objets dont on se débarrasse quand ils ne sont plus utiles. Tu peux choisir de lui donner une seconde chance, bien sûr. C'est ton droit. Mais promets-moi de ne pas le faire par faiblesse ou par peur de le perdre. Fais-le uniquement si tu crois sincèrement qu'il peut changer, qu'il peut devenir l'homme que nous avons essayé d'élever. Ma vie avec toi a été le plus grand des bonheurs, Françoise. Chaque jour à tes côtés était un cadeau. Je pars avec le seul regret de ne pas pouvoir vieillir avec toi dans cette maison au bord de la mer que j'ai choisie pour toi. Vis, mon amour, vis pleinement. Ne laisse pas le chagrin ou l'amertume assombrir tes jours. Tu as encore tant à offrir au monde, tant de joie à donner et à recevoir. Et quand tu te tiendras sur la terrasse de la Villa Les Roses, face à la Méditerranée, sache que je serai là, d'une certaine façon, contemplant ce bleu infini avec toi. Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de la mort elle-même. Ton Antoine, pour toujours. J'ai serré la lettre contre mon cœur, les larmes coulant librement sur mes joues. C'était lui, mon Antoine, dans chaque mot, chaque phrase, son amour, sa prévoyance, sa connaissance profonde de moi et de notre fils.
Il vous aimait profondément, Madame Françoise, a murmuré Pascal, respectant mon émotion. Je sais, ai-je répondu doucement. Je l'ai toujours su. J'ai regardé les mallettes, la fortune qu'elles contenaient, la liberté qu'elles représentaient. Une nouvelle vie m'attendait, une vie qu'Antoine avait soigneusement préparée pour moi. Qu'allez-vous faire maintenant ? A demandé Pascal. D'abord, aller à Antibes, voir cette villa Les Roses, commencer cette nouvelle vie qu'Antoine voulait pour moi et pour Julien, la clause du testament. J'ai repensé aux paroles cruelles de mon fils, à la façon dont il m'avait chassé de ma propre maison. Puis j'ai pensé à Antoine, à sa croyance que même les leçons les plus dures pouvaient être nécessaires. Je vais attendre, ai-je décidé, lui donner le temps de réaliser ce qu'il a fait, de ressentir les conséquences de ses actions. Peut-être alors comprendra-t-il. Pascal a hoché la tête, approuvant silencieusement ma décision. Antoine aurait été d'accord, je pense. Nous avons soigneusement remis les mallettes dans le compartiment secret, sauf quelques liasses de billets que j'ai gardés pour mes besoins immédiats. Pascal a refermé la plaque métallique qui est redevenue invisible sous le tapis du coffre. La voiture va redémarrer maintenant, a-t-il expliqué en retournant à l'avant. L'interrupteur ne fonctionne qu'une fois. Antoine voulait s'assurer que vous arriviez à Antibes sans autre incident. Effectivement, quand j'ai tourné la clé, le moteur de la DS a ronronné paisiblement, comme si rien ne s'était passé. « Je vous suivrai jusqu'à Antibes », a proposé Pascal, pour m'assurer que tout va bien. J'ai accepté avec gratitude. La nuit était tombée maintenant, et la route jusqu'à Antibes était encore longue. Mais pour la première fois depuis la mort d'Antoine, je ne me sentais plus seule. Il était toujours là d'une certaine façon, veillant sur moi à travers ce plan méticuleux qu'il avait conçu. Tandis que je reprenais la route, les phares de la camionnette de Pascal formant une présence rassurante derrière moi, je ne pouvais m'empêcher de sourire malgré mes larmes. Antoine m'avait offert un dernier cadeau, plus précieux que tout l'argent du monde, la preuve que son amour pour moi transcendait même la mort. La déesse filait dans la nuit, son moteur chantant doucement, comme si elle aussi savait qu'elle faisait partie de ce plan extraordinaire. Cette voiture que tous avaient méprisée, que Julien et Céline considéraient comme sans valeur, contenait en réalité une fortune. Une métaphore parfaite, pensais-je, de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses. Alors que les kilomètres défilaient, je sentais un étrange mélange d'émotions. La douleur de la trahison de Julien était toujours là, vive et brûlante. Mais elle était maintenant accompagnée d'autre chose, d'espoir, de gratitude, et peut-être même d'une certaine façon, de paix. Dans quelques heures, j'arriverai à Antibes. Je verrai cette villa Les Roses pour la première fois. Je commencerai cette nouvelle vie qu'Antoine avait préparée pour moi avec tant d'amour et de prévoyance. Et peut-être qu'un jour, Julien comprendrait. Peut-être qu'un jour, il apprendrait la leçon qu'Antoine avait voulu lui enseigner, sur l'amour, sur le respect, sur la vraie valeur des choses. En attendant, j'avais une promesse à tenir, celle de vivre pleinement comme Antoine me l'avait demandé, de ne pas laisser le chagrin ou l'amertume assombrir mes jours, d'honorer son amour en embrassant cette seconde chance qu'il m'avait offerte. La route s'étendait devant moi, droite et claire sous la lumière de la lune. Une route vers l'avenir, vers la mer, vers la vie. L'aube pointait à l'horizon lorsque nous sommes arrivés à Antibes. La Méditerranée scintillait sous les premiers rayons du soleil, un spectacle dont je n'avais pas pleinement conscience, tant mon esprit était occupé par les révélations de la nuit. Pascal conduisait devant moi maintenant, guidant la déesse à travers les rues encore endormies de la ville côtière. Nous avons quitté le centre-ville pour emprunter une route sinueuse qui montait vers le cap d'Antibes, cette langue de terre prestigieuse qui s'avance dans la mer comme un défi lancé aux éléments. Les villas devenaient de plus en plus imposantes à mesure que nous progressions, cachées derrière de hauts murs et des grilles ornementées. Des jardins luxuriants débordaient par-dessus ces barrières, offrant un aperçu de la richesse qui se cachait derrière. Pascal a ralenti devant un portail en fer forgé d'un bleu profond, presque identique à celui de la déesse, un détail qu'Antoine n'avait certainement pas laissé au hasard. Sur le mur de pierre adjacente, une plaque discrète indiquait « Villa Les Roses » en lettres élégantes. « Nous y sommes, Madame Françoise », a annoncé Pascal en s'arrêtant. J'ai garé la déesse derrière sa camionnette, le cœur battant à tout rompre. C'était donc ici, ma nouvelle maison.
ce lieu qu'Antoine avait choisi pour moi, pour mon avenir sans lui. Pascal a sorti un trousseau de clés de sa poche. Antoine m'a confié ceci également, la grande clé dorée et celle du portail. Avec des mains tremblantes, j'ai pris les clés et me suis approché du portail. La serrure a cédé sans résistance, comme si elle m'accueillait. Le portail s'est ouvert sur une allée pavée bordée de rosiers en fleurs, des rosiers de toutes les couleurs, de toutes les variétés. Certains m'étaient familiers, identiques à ceux que je cultivais au château des Ormes. Antoine a fait venir des boutures de votre jardin, a expliqué Pascal en voyant mon regard ému. Il voulait que vous retrouviez ici un peu de ce que vous aimiez là-bas. L'allée menait à une villa méditerranéenne de 2 étages, au mur d'un blanc éclatant qui contrastait avec les volets bleus et les tuiles terracotta du toit. Une terrasse spacieuse entourait la maison, offrant une vue imprenable sur la mer. Je me suis avancé lentement, comme dans un rêve. Comment Antoine avait-il pu organiser tout cela sans que je m'en aperçoive? Comment avait-il trouvé le temps, l'énergie, alors qu'il luttait secrètement contre la maladie? À mesure que je m'approchais de la villa, les détails me sautaient aux yeux. Les pots de géranium aux fenêtres, exactement comme ceux que j'avais toujours aimés. La couleur des volets, ce bleu particulier qui me rappelait les yeux d'Antoine. La pierre ancienne encadrant la porte d'entrée, semblable à celle du château des Ormes. Il a supervisé chaque détail, a commenté Pascal, comme s'il lisait dans mes pensées. Pendant ses voyages d'affaires, il venait ici et passait des heures avec les architectes, les décorateurs, les jardiniers. Il voulait que tout soit parfait pour vous. J'ai inséré la clé dans la serrure de la porte d'entrée, retenant mon souffle. Que trouverais-je à l'intérieur? Qu'est-ce qu'Antoine avait imaginé pour cette maison qui devait être mon refuge? La porte s'est ouverte sur un hall lumineux, au sol en marbre blanc veiné de gris. Face à l'entrée, un escalier en pierre claire montait vers l'étage supérieur. Sur le mur de gauche, un grand portrait attira immédiatement mon attention. C'était nous, Antoine et moi, lors de notre 25e anniversaire de mariage. J'étais vêtue d'une robe bleu pâle qu'Antoine adorait et lui portait son costume préféré. Nous dansions, nos regards se croisant dans un moment de bonheur parfait, capturé par le photographe. Je me souvenais de cet instant précis, de la chanson qui jouait, de la façon dont Antoine m'avait murmuré « Je t'aimerai toujours » à l'oreille. C'était sa photo préférée, a dit une voix féminine derrière moi. Je me suis retournée, surprise. Une femme d'une 50aine d'années se tenait là, vêtue simplement, mais avec élégance. « Madame Françoise, je vous présente Isabelle Beaumont », a rapidement expliqué Pascal. Elle était l'assistante d'Antoine pour ce projet. Elle connaît la maison mieux que quiconque. « Bienvenue chez vous, Madame Laurent », m'a salué Isabelle, avec un sourire chaleureux. « Monsieur Antoine m'a demandé de vous aider à vous installer. Je vis dans le pavillon au fond du jardin. Si vous acceptez que je reste à votre service. » J'étais trop émue pour parler. J'ai simplement hoché la tête, reconnaissante qu'Antoine ait pensé à me fournir cette aide précieuse dans ma transition. « Voulez-vous visiter votre nouvelle maison ?» a proposé Isabelle. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai découvert chaque pièce de la villa Les Roses, le salon spacieux avec ses grandes baies vitrées donnant sur la mer, la salle à manger intime avec sa table en bois d'olivier, la cuisine moderne équipée des meilleurs appareils. Antoine savait combien j'aimais cuisiner. La bibliothèque dont les étagères étaient déjà remplies de mes auteurs préférés, la salle de musique avec un piano à queue, un rêve que j'avais toujours reporté. À l'étage, la chambre principale occupait toute l'aile donnant sur la mer. Un lit king size était orienté face aux fenêtres, permettant de voir la Méditerranée dès le réveil. Sur la table de nuit, un petit vase en cristal contenait une seule rose rouge, fraîchement coupée. Monsieur Antoine a laissé des instructions pour qu'il y ait toujours une rose fraîche, ici, a expliqué Isabelle. Chaque jour, sans exception. Cette attention, ce détail si petit et pourtant si significatif, m'a fait fondre en larmes. Une rose quotidienne, comme celle qu'Antoine me cueillait dans notre jardin quand nous étions jeunes mariés. L'émotion était trop forte. Je me suis assise sur le bord du lit, submergée par la réalisation de l'amour qu'Antoine avait mis dans chaque centimètre carré de cette maison. Ce n'était pas seulement une propriété qu'il m'avait léguée, c'était un acte d'amour, une extension de lui-même qui continuerait à m'entourer même après sa disparition. Il a pensé à tout.
ai-je murmuré, essuyant mes larmes. Oui, madame, a confirmé Isabelle, même aux aspects pratiques. Dans le bureau en bas, vous trouverez tous les documents relatifs à la maison, au compte bancaire, à tout ce dont vous aurez besoin pour votre nouvelle vie ici. La visite s'est poursuivie par le jardin, un véritable Éden méditerranéen. Des oliviers centenaires côtoyaient des palmiers élégants. Des allées pavées serpentaient entre des parterres de lavande, de romarin, et bien sûr, des roses de toutes sortes. Au centre, une fontaine en pierre ancienne murmurait doucement, créant une ambiance apaisante. Au fond du jardin se trouvait une petite structure que j'avais d'abord prise pour un cabanon. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un atelier d'artiste, baigné de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres orientées au nord. Antoine savait que vous aviez toujours rêvé de reprendre la peinture, a expliqué Pascal. Il a fait construire cet atelier spécialement pour vous. Sur un chevalet attendait une toile vierge. À côté, sur une petite table, des tubes de peinture à l'huile soigneusement arrangés, des pinceaux de toute taille, une palette immaculée et une note, dans l'écriture d'Antoine, « Peins notre avenir, mon amour, celui que nous ne partagerons pas physiquement, mais que je verrai à travers tes yeux. » Cette journée de découverte m'avait épuisée émotionnellement. Après un léger repas préparé par Isabelle, je me suis retirée dans la chambre principale. La nuit était tombée et depuis la terrasse privée attenante à la chambre, je pouvais voir les lumières d'Antibes scintiller au loin, se reflétant dans la mer comme des étoiles tombées du ciel. Je me suis assise sur une chaise longue, enveloppée dans un plaid doux, contemplant ce panorama qui serait désormais mon quotidien. La douleur de la perte d'Antoine était toujours là, vive et profonde, mais elle se teintait maintenant d'une gratitude immense pour cet ultime cadeau qu'il m'avait fait, la liberté, l'indépendance, un nouveau départ. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. Pour la première fois depuis la mort d'Antoine, j'avais dormi d'un sommeil profond et réparateur, comme si la villa Les Roses avait des propriétés curatives. Je me suis préparée pour la journée, étrangement énergique malgré les bouleversements des dernières 48 heures. Une nouvelle détermination m'animait. Antoine m'avait offert cette chance, cette nouvelle vie. Je ne la gaspillerai pas dans les regrets et la rancœur. Dans le bureau, comme Isabelle l'avait indiqué, j'ai trouvé une organisation méticuleuse. Des dossiers étiquetés contenaient tous les documents importants, titres de propriété, relevés bancaires, coordonnées d'avocats, de comptables, de médecins. Antoine avait vraiment pensé à tout. Dans le tiroir central du bureau, j'ai découvert une clé marquée « Banque privée Méditerranée, coffre 147 ». Selon les documents, ce coffre contenait d'autres éléments qu'Antoine voulait me transmettre personnellement. J'ai décidé de m'y rendre immédiatement. Pascal, qui était resté pour s'assurer que je m'installais bien, m'a proposé de m'y conduire. J'ai refusé poliment. Je voulais y aller seule, au volant de la déesse qui avait maintenant une signification si particulière pour moi. La banque était située dans le centre d'Antibes, un bâtiment élégant au style art déco. Dès mon entrée, le directeur est venu m'accueillir personnellement. « Madame Laurent, nous vous attendions. Monsieur Antoine nous a prévenu que vous viendriez tôt ou tard. J'ai été conduite dans une salle privée où l'on m'a apporté le coffre numéro 147. Le directeur m'a laissé seule après m'avoir assuré que je pouvais prendre tout le temps nécessaire. À l'intérieur du coffre, j'ai d'abord trouvé un épais journal relié en cuir bleu. En l'ouvrant, j'ai reconnu l'écriture d'Antoine. La première page portait une dédicace. Pour ma Françoise, pour que tu ne te sentes jamais seule. Une pensée pour chaque jour qui vient. En feuilletant le journal, j'ai compris son intention. Antoine avait écrit des messages datés pour les années à venir. Des réflexions, des souvenirs, des encouragements. Un pour chaque anniversaire, chaque Noël, chaque date importante de notre vie commune. Et d'autres, simplement intitulés « Quand tu te sens triste »,« Quand tu doutes »,« Quand tu as besoin de courage ». C'était comme s'il avait trouvé un moyen de continuer à me parler au-delà de la mort, de m'accompagner dans les moments importants que nous ne pourrions pas partager physiquement. Sous le journal se trouvait une boîte en bois précieux. Elle contenait des bijoux que je n'avais jamais vus, un collier de saphir et de diamants, des boucles d'oreilles assorties, un bracelet et une note pour que tu brilles toujours, même sans moi à tes côtés. Mais le plus surprenant était une série de documents légaux portant l'entête de Maître Renard.
En les examinant attentivement, j'ai découvert qu'Antoine n'avait pas seulement prévu ma sécurité financière, il avait également mis en place un mécanisme juridique complexe concernant le château des Ormes et Julien. Selon ces documents, le château n'appartenait pas réellement à Julien de façon inconditionnelle. Une clause stipulait que s'il me traitait avec irrespect ou cruauté dans les 3 mois suivant la mort d'Antoine, la propriété serait automatiquement transférée à une fondation caritative, ne lui laissant qu'une petite allocation mensuelle. Antoine avait joint une note expliquant sa décision. « Je connais ton cœur, Françoise. Je sais que malgré la douleur que Julien pourrait te causer, tu hésiteras à déclencher cette clause. Ton amour maternel est plus fort que tout. Mais parfois, l'amour véritable consiste à laisser les autres faire face aux conséquences de leurs actes. Julien doit apprendre cette leçon, aussi dure soit-elle. Cependant, la décision finale t'appartient. Le document ci-joint te donne le pouvoir de suspendre cette clause si tu le juges approprié. » J'ai médité longuement sur ces mots. Antoine avait raison. Malgré la cruauté de Julien, une partie de moi hésitait à le déshériter complètement. Était-ce par faiblesse, par un amour maternel inconditionnel, ou par espoir qu'il puisse encore changer? Tandis que je réfléchissais, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Maman ?» La voix de Julien semblait différente, plus humble, presque méconnaissable. « Julien ?» ai-je répondu simplement, gardant mon calme malgré le tumulte d'émotions que sa voix provoquait en moi. « J'ai besoin de te parler. C'est important. Je t'écoute. » Il y a eu un silence, puis, pas au téléphone, en personne. « Il s'est passé quelque chose, avec le château. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Des hommes sont venus ce matin, des avocats. Ils disent que je ne suis pas le vrai propriétaire, qu'il y a une clause dans le testament de papa, quelque chose à propos de la façon dont je te traite. Ils disent que je vais tout perdre à moins que tu n'interviennes. » J'ai fermé les yeux, visualisant la scène. Julien, arrogant et sûr de lui la veille, maintenant confronté à la réalité de ses actions. « Je vois, » ai-je dit simplement. « Maman, je sais que j'ai été horrible. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas perdre le château. C'est tout ce qu'il me reste de papa. » Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots, et pour la première fois, j'ai senti une sincérité dans son désespoir qui m'a touchée. « Où es-tu maintenant ?» ai-je demandé. « Au château. Céline est partie. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour des problèmes financiers. » Bien sûr, Céline, qui n'aimait Julien que pour sa fortune supposée, l'avait abandonné au premier signe de difficulté. Une autre leçon qu'Antoine avait prévue, sans doute. « Je suis à Antibes, » ai-je répondu. « À la Villa Les Roses. »« Antibes ? Mais comment ? Ton père a prévu beaucoup de choses que tu ignores, Julien. Beaucoup plus que tu ne pourrais l'imaginer. » Il y a eu un long silence, puis d'une voix hésitante. « Est-ce que je peux venir te voir ? S'il te plaît, maman. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. » J'ai pensé à la clause du testament, au pouvoir que j'avais de la suspendre. J'ai pensé aux paroles d'Antoine, à sa croyance que parfois, l'amour véritable exige de la fermeté. J'ai pensé à mon fils, cet enfant que j'avais porté, élevé, aimé malgré ses défauts. « Tu peux venir ?» ai-je finalement dit, mais pas pour discuter du château ou de l'argent, pour parler de nous, de ce que tu as fait, de ce qui s'est brisé entre nous. Si tu viens avec des excuses sincères et un véritable désir de réparer notre relation, alors peut-être pourrons-nous parler du reste. Je comprends, a-t-il répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il le pensait vraiment. Merci, maman. Je serai là demain. Après avoir raccroché, je suis restée un moment immobile, assimilant ce qui venait de se passer. Le plan d'Antoine fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. Julien avait reçu un choc qui l'obligeait à reconsidérer ses actions, ses valeurs, sa vie entière. Restait à savoir si cette leçon serait suffisante, si mon fils pouvait vraiment changer, devenir l'homme qu'Antoine et moi avions espéré qu'il serait. En quittant la banque, j'ai décidé de marcher un peu dans les rues d'Antibes avant de rentrer à la villa. Cette ville serait désormais mon foyer et je voulais commencer à la connaître, à m'y sentir chez moi. Le soleil brillait sur la Méditerranée, créant des milliers de diamants scintillants à sa surface. Les palmiers se balançaient doucement dans la brise marine. Dans les ruelles pavées du vieil Antibes,
les boutiques et les cafés s'ouvraient pour la journée, remplissant l'air de l'odeur du café frais et des pâtisseries. Une nouvelle vie commençait pour moi, une vie que je n'avais jamais imaginée, jamais planifiée. Une vie sans Antoine à mes côtés, mais avec son amour m'entourant toujours, manifesté dans chaque détail de mon nouveau foyer, dans chaque précaution qu'il avait prise pour me protéger. Demain, je verrai Julien. Je ne savais pas encore si je lui pardonnerais complètement, si j'annulerais la clause du testament. Cette décision attendrait que je voie la sincérité de son repentir, la profondeur de son changement. Mais une chose était certaine, je vivrais cette nouvelle vie pleinement comme Antoine me l'avait demandé. Je peindrais dans cet atelier qu'il avait créé pour moi. Je profiterai des couchers de soleil depuis ma terrasse. Je planterai de nouvelles roses dans mon jardin. Je ferai honneur à son dernier cadeau, à son dernier acte d'amour. Et chaque soir, avant de m'endormir, je regarderai la mer et je lui parlerai à mon Antoine, sachant que d'une certaine façon, il m'entendrait. Car l'amour véritable ne meurt jamais vraiment. Il trouve toujours un moyen de se manifester, même au-delà de la mort. Quand je regarde en arrière et que je me souviens de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, je trouve encore incroyable à quel point la vie peut changer en si peu de temps. Je m'appelle Françoise Laurent et je vous ai partagé l'histoire de comment je suis passée du désespoir le plus profond à la découverte de l'acte d'amour le plus extraordinaire que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé par ce testament qui semblait être la dernière trahison de mon mari Antoine. Après 45 ans ensemble, il ne me laissait qu'une vieille voiture, une Citroën DS de 1965 que personne ne voulait, tandis que notre fils Julien héritait du château des Ormes où nous avions construit notre vie. La douleur de cette apparente injustice n'a fait que s'amplifier par la cruauté de mon propre fils, qui n'a pas tardé à me chasser de ce qui avait été mon foyer pendant des décennies, avec ces mots que je n'oublierai jamais. « Va-t'en, je n'ai plus besoin de toi, vieille femme. » Je suis partie de ce château le cœur brisé, ne comprenant pas pourquoi l'homme que j'avais aimé toute ma vie m'avait laissé dans une telle situation. Mais le destin, ou plutôt l'ingéniosité et l'amour d'Antoine, avait-on préparé une surprise qui allait tout changer. Quand cette vieille déesse est tombée en panne sur la route nationale 7, je n'imaginais pas que le coffre secret de cette voiture contenait non seulement 3 millions d'euros, mais aussi les clés de ma liberté et de mon avenir. Antoine avait tout prévu. Il connaissait notre fils mieux que je ne voulais l'admettre. Il savait comment Julien réagirait quand il ne serait plus là. Et dans un acte d'amour qui transcendait la mort elle-même, il avait méticuleusement préparé ce plan pour s'assurer que je serais protégée, que j'aurais une indépendance financière, que je pourrais vivre mes années restantes avec dignité et tranquillité. La Villa Les Roses, mon magnifique refuge face à la Méditerranée, est devenue le symbole de cette nouvelle vie. Une maison qu'Antoine avait choisie et décorée en pensant à chaque détail qui me rendrait heureuse. Un lieu où chaque lever de soleil me rappelle que l'amour véritable trouve des moyens de se manifester même après la séparation physique. La lettre que j'ai trouvée dans ce coffre-fort de banque, les derniers mots d'Antoine, est devenue mon guide, mon réconfort dans les moments difficiles. Je t'aimerai éternellement, Françoise, au-delà de cette vie, au-delà du temps et de l'espace. Un jour, quand ce sera ton moment, je t'attendrai pour continuer notre chemin ensemble. En attendant, vis pour nous deux. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire chaque jour depuis. Vivre pleinement, honorant sa mémoire non pas avec des larmes constantes, mais avec la joie de profiter de ce cadeau qu'il m'a laissé. Les promenades sur la plage à l'aube, les couchers de soleil depuis la terrasse, les nouvelles amitiés à Antibes. Tout fait partie de cette vie qu'Antoine a rêvée pour moi quand il a su qu'il ne pourrait pas m'accompagner physiquement. Même ma relation avec Julien a commencé à guérir, bien que différemment de ce que j'aurais imaginé. La leçon qu'Antoine avait préparée pour lui a porté ses fruits. Les difficultés, l'hypothèque cachée, le départ de Céline quand les choses se sont compliquées, tout a contribué à ce que notre fils voie enfin ses erreurs, reconnaisse son égoïsme. Ce n'a pas été un chemin facile, mais nous reconstruisons notre relation sur des bases plus solides. Le respect mutuel, l'honnêteté, des valeurs qu'Antoine a toujours essayé de lui inculquer. À mes 68 ans,
j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la vie peut nous surprendre avec des tournants inattendus, certains douloureux, d'autres merveilleux, que même dans les moments les plus sombres, quand nous croyons avoir tout perdu, il peut y avoir une lumière qui nous attend, un coffre secret rempli de possibilités que nous avons juste besoin d'ouvrir pour les découvrir. Cette histoire que je vous ai partagée n'est pas seulement une histoire d'argent ou de propriété. C'est une histoire d'amour dans sa forme la plus pure et transcendante. L'histoire d'un homme qui a tant aimé sa femme, qu'il a planifié chaque détail pour la protéger même quand il ne serait plus là. Une histoire de pardon, de réconciliation, de seconde chance. Une histoire qui montre que parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Si vous avez été touché par mon récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne Souvenirs de grand-mère. Votre soutien signifie énormément pour moi et pour toute l'équipe qui travaille dur pour partager ces histoires de vie qui peuvent résonner avec vos propres expériences, offrir du réconfort, de l'inspiration ou simplement le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans nos défis. Laisser un « j'aime » à cette vidéo me permet de savoir que mes paroles ont trouvé un écho en vous, qu'elles ont touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et vos commentaires, vos commentaires sont comme des lettres précieuses que je reçois avec impatience. J'aimerais tellement savoir ce que vous pensez, si vous avez déjà vécu des situations similaires, ce que vous auriez fait à ma place. Qu'auriez-vous fait avec Julien? Lui auriez-vous pardonné aussi facilement? Avez-vous déjà découvert un acte d'amour qui a transcendé le temps et l'espace comme celui d'Antoine? Chaque fois que je lis vos messages, je sens que cette communauté grandit, que nous créons ensemble un espace de partage et de compréhension mutuelle. Notre chaîne Souvenirs de grand-mère propose de nombreuses autres histoires comme la mienne, des récits de vie qui pourraient faire écho à vos propres expériences. Je vous invite à les explorer, à prendre un moment pour écouter ces voix qui, comme la mienne, ont tant à partager. Je voudrais aussi vous demander, si cela est dans vos possibilités, de nous soutenir avec votre merci, une forme de don qui nous aide à couvrir les frais de production et nous permet de continuer à apporter du contenu quotidien. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, est un geste que nous apprécions immensément et qui nous permet de poursuivre ce travail qui nous passionne. Partager nos histoires n'est pas seulement thérapeutique pour ceux qui les racontent, mais cela peut aussi être un phare pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles et a besoin de savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Votre soutien permet à ces histoires d'atteindre plus de personnes, de toucher plus de cœurs, de changer peut-être une vie comme la mienne a changé. Depuis la Villa Les Roses, face à la mer qu'Antoine a choisie pour moi, je vous envoie toute ma gratitude pour avoir écouté mon histoire, pour m'avoir accompagné dans ce récit de perte et de redécouverte, de trahison et de loyauté, de fin et de nouveaux commencements. Je suis Françoise Laurent et ceci était mon histoire. Une histoire qui montre que l'amour véritable trouve toujours un moyen de se manifester, même dans les circonstances les plus inattendues. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir fait partie de ce voyage et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux récits sur Souvenirs de grand-mère. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre j'aime et surtout de commenter. Vos réactions sont le moteur qui nous pousse à continuer à partager ces histoires qui méritent d'être racontées.